Bonjour à toutes et tous. Donc, il me revient l'honneur de modérer la première table ronde de cette journée d'échange célébrant les 80 ans du débarquement des Alliés en Normandie. Alors, depuis le 6 juin 1944, le monde a évolué et avec lui, les enjeux géopolitiques, la conflictualité et les relations internationales. L'avènement des technologies numériques a grandement contribué à cette évolution, puisque le cyberespace est effectivement à la fois l'instrument, le théâtre et l'objet de rivalités entre acteurs, qu'il s'agisse d'États, d'entreprises ou de communautés. Et les outils numériques jouant un rôle structurel dans nos sociétés contemporaines, il semble donc indispensable de chercher à endiguer la conflictualité et la criminalité dans ce secteur. Mais cela suppose donc en premier lieu de comprendre les sources des tensions liées aux technologies numériques et d'analyser la manière dont ces technologies peuvent être mises au service des intérêts des différents acteurs. Et cela permet en second lieu de s'interroger sur les moyens à mettre en œuvre afin de renforcer la paix dans le cyberespace. Et c'est donc là l'objet de cette table ronde. Et plus spécifiquement, dans le cadre de cette rencontre, il s'agit de rappeler l'importance de la coopération franco-américaine et plus largement de la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne pour le maintien de la paix et de la stabilité dans le domaine numérique. Et donc cette table ronde, je l'imagine, nous permettra de revenir sur les intérêts de cette coopération, sur la manière dont elle est mise en œuvre, tant techniquement que politiquement, mais aussi sur les obstacles qu'elle rencontre et ses limites. Puisqu'effectivement, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, nous partageons un certain nombre de valeurs que nous entendons défendre, y compris dans le domaine numérique. Donc il s'agit en particulier, cela a été dit dans le discours d'introduction, de la promotion de la démocratie, du respect de la liberté et de la défense des droits de l'homme. Alors, ces valeurs communes nous rassemblent et expliquent les nombreuses coopérations déjà existantes, mais il se peut néanmoins que nous ayons parfois une lecture et une compréhension différentes des menaces pour la stabilité dans le cyberespace. Et aussi est-il particulièrement intéressant de confronter les points de vue américains et français sur ce sujet. Et par ailleurs, nous n'envisageons pas forcément de la même manière la traduction politique, réglementaire et technique de ces valeurs, et nous en avons une appréhension et une hiérarchisation différentes, en ce qui concerne par exemple la liberté d'expression ou la protection des données personnelles. Et comment alors concilier ces divergences ? Donc pour aborder ces nombreuses questions, ces nombreuses pistes, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce panel Monsieur François-Xavier Priolo. Donc, Monsieur Priolo, vous êtes maire de Louviers et président délégué de l'agglomération Seine-Eure depuis 2014. Et depuis 2016, vous êtes également vice-président de la région Normandie, en charge des affaires européennes et internationales. Et dans le cadre de ces fonctions, vous êtes notamment à l'initiative du Forum mondial Normandie pour la paix. Et parallèlement, et depuis 2001, vous êtes administrateur de l'Assemblée nationale, où vous avez travaillé, entre autres, sur des questions relatives aux technologies de l'information et de la communication et au renseignement. Miss Liesl France, j'alterne entre français et anglais. Miss France, you are a Deputy Assistant Secretary for International Cyberspace Security in the US Department of State's Bureau of Cyberspace and Digital Policy. So you oversee the Unit's 3 offices covering global policy plans and negotiations, international engagement and capacity building, and threat management and coordination. And you have over 20 years of cyber policy experience in the public and private sectors, and in your tenure at the Department of State, you have served as delegation lead for multiple cyber engagements with bilateral and regional partners and multilateral negotiations. Et enfin, Monsieur Frédéric Polycarpe. Donc, Monsieur Polycarpe, vous êtes vice-président d'Eviden, de l'entreprise Eviden, et directeur des affaires publiques. Avant de rejoindre Eviden en mai 2023, vous étiez directeur des affaires gouvernementales et des partenariats stratégiques chez Atos, et vous avez passé près de 8 ans au sein d'Airbus Cybersécurité. Et vous avez également une 20aine d'années d'expérience au sein du ministère des Armées. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole, et je souhaiterais commencer par vous poser à tous la même question, qui est volontairement large et directement inspirée de l'intitulé de cette table ronde. Selon vous, qu'est-ce que la paix dans le cyberespace et comment œuvrer à sa stabilité? Et quel rôle la coopération franco-américaine joue-t-elle dans la préservation ou la construction de cette paix? Miss France, I would be thrilled to hear your views on these issues. Good morning, everyone. Can you hear me? Yes?
Bonjour. It is a great pleasure to be here in Deauville as part of this event. And Deauville, certainly, as we've heard this morning, is an important city and sister city with Kentucky, Lexington, Kentucky, and the U.S. and French relationship. It is also, if I may say, as I've seen many times, the inspiration for many artists like Boudin and Dufy, two of my favorites. So it's a great pleasure to be here. Perhaps I could just take a moment to describe the Bureau of Cyberspace and Digital Policy to reflect the integrated nature of the issues that we see before us. The Bureau is about to be 2 years old, but the issues of cyberspace security and digital economy and communications and information policy have long been aspects of the work in the Department of State. But the idea was to integrate and elevate these issues within the State Department and within our foreign policy. And those key issues were also things that we know are facing France as well, not only in the bilateral relationship that we have, but of course within the transatlantic relationship, the US and the European Union, and how also we deal with the issues we face in the global aspects of cyberspace. Our overarching mission is to shape the international environment in ways that increase stability and decrease risks from cyber threats, including the malicious cyber activity sponsored by states. And our Bureau is organized to facilitate that bilateral and multilateral cooperation on cyber and digital issues, and essentially create an affirmative vision for a secure cyberspace that creates opportunities to achieve our collective aspirations. And I think that in the dialogues that we have with France and with the European Union and others, we see that common goal, that common objective. If I may, I'd just like to touch on the issue of securing the next 80 years of peace. But before projecting forward, perhaps I can also look back. 80 years ago was 1944, as we heard, and the world was still at war. We used telegrams. If you wanted to travel back to that time and tell someone that a malicious cyber actor might send them a phishing link to gain access to their computer, they would have no idea what those words meant. And they would have no idea what the next 80 years would necessarily bring. However, they took very deliberate steps to find ways to find partnership and solidarity, and I think those are important pieces for the next 80 years of peace. I mean, we can conjecture all we want. The future is very hard to predict, not only what the geopolitics may be, but what the technology may bring, and it's moving faster and faster. But that doesn't mean that we as policymakers can idly stand by. We must continually think forward if we want to think about continued peace and security for the next 80 years. And most importantly, we have to work with our partners and allies like France. Thank you very much. Monsieur Policar, peut-être j'aimerais connaître vos réflexions sur ce sujet en tant qu'acteur industriel, et peut-être pouvez-vous nous en dire davantage sur le rôle des entreprises privées dans le maintien et la stabilité de l'espace numérique? Je pense tout d'abord que je suis très heureux d'être avec vous, vous tous. Je pense que sur cette coopération et sur le maintien de la paix, c'est un petit peu quelque chose de facile à dire, mais le commerce est essentiel. Les échanges technologiques également. Aujourd'hui, on est là pour parler de la coopération avec les États-Unis, qui est une plaque majeure de l'innovation dans le monde digital.
Chez Atos, chez Eviden, on est 110 000 et on a 35 000 collaborateurs aux États-Unis. Je pense que c'est la première façon pratique de pouvoir assurer une paix, de pouvoir assurer une coordination et une collaboration entre les pays. Et on se félicite de pouvoir bénéficier et d'innovation technologique américaine et de pouvoir apporter la nôtre. Je voulais juste revenir sur le titre des 80 ans. Je pense qu'il est à peu près évident pour tout le monde que nous aurons des technologies très différentes sur les 80 prochaines années. Personnellement, je suis absolument persuadé que la cyber va se commoditiser dans les 10-15 années à venir, et que la grande évolution technologique du jour, ça n'est pas la cyber, c'est l'intelligence artificielle et le quantum. Et que donc à partir de là, la cyber est l'objectif très court terme, et sur les régulations qui arrivent bien souvent après les innovations technologiques, toute la difficulté de la puissance publique est de pouvoir rattraper le retard à peu près naturel qu'il y a toujours entre les innovations et la façon de pouvoir les réguler. Concernant la façon ensuite de pouvoir gérer la paix dans le cyberespace, on est clairement des alliés des États-Unis. La question ne se pose pas. La question se pose plutôt de savoir comment on peut gérer les menaces, les dangers dans l'ère actuelle, qui est riche d'exemples sur ce qu'il faut tacler, comme on dit en anglais. Et en termes techno, ça a quelques incidences, et notamment d'un point de vue industriel. Comment rentrer sur les marchés, comment bénéficier de ces technologies par rapport aux régulations. Et je finirai juste en un point. Les Américains sont très compétiteurs. C'est très bien. Je voudrais juste donner mon sentiment qui est que la compétition, c'est pas de l'agression. C'est juste une bataille industrielle, une bataille technologique, et que il faut qu'on essaie d'avoir le rapport le moins asymétrique possible avec les États-Unis. Mais en tant qu'Européens, on a une capacité aussi à fournir des technologies, des services, et on doit absolument aller au combat, dans un combat sain et de business avec nos partenaires. Merci beaucoup. Il y a déjà beaucoup de questions qui remontent de mon côté en tout cas. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Monsieur Priolo. Peut-être comment envisagez-vous toutes ces questions et comment, selon vous, est-ce qu'elles se traduisent au niveau des territoires ? D'abord, merci pour votre invitation. Et je suis très heureux aussi d'être là. Et c'est une belle façon aussi de parler de l'amitié franco-américaine ici en Normandie où ça a beaucoup, beaucoup de sens. Je vais essayer de répondre au sujet et à la question comment construire 80 ans de paix dans un environnement cyber, en fait autour de 3 points, et avec le regard qui est celui d'un élu de la région Normandie. Le premier, c'est la nécessité de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. La deuxième chose, c'est l'exigence de transmission des consciences. Et la troisième chose, c'est l'affirmation d'une ambition commune, et notamment par rapport à notre histoire franco-américaine. La nécessité de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, en fait, nécessite de regarder comment fonctionne le monde par rapport à un triple effet, l'effet de la technologie, l'effet des inégalités et l'effet des transitions qui sont à l'œuvre. L'effet de la technologie, et je prendrai juste un seul exemple, c'est que ce qui change fondamentalement avec toutes ces technologies, le cyber et en effet l'intelligence artificielle, c'est que les États n'ont plus le monopole de la puissance tel qu'ils l'avaient pendant très longtemps. Et donc on a une privatisation de sujets qui jusqu'à présent étaient l'apanage de la puissance publique avec tout ce que cela veut dire sur l'environnement juridique, sur les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, eh bien, on remet tout à zéro et les plus petits États ont presque autant de pouvoir que les plus gros. Et donc ça, c'est un changement de paradigme fondamental qui bouleverse complètement l'équilibre du monde. La deuxième chose, c'est l'effet des inégalités. On est aujourd'hui dans un monde où ces inégalités, alors on le voit
provoque des tensions considérables, les inégalités démographiques, les inégalités sociales, qui provoquent des déplacements de population, qui provoquent des tensions, et qu'elles s'accentuent de plus en plus, et que ça a aussi là un effet sur les relations entre les États. Et puis, l'effet des transitions, bien sûr, la transition numérique, la transition environnementale, la lutte contre le réchauffement climatique, fait que nous sommes en fait à un moment de bascule. On n'a pas encore quitté le monde d'avant, d'il y a 80, enfin des 80 dernières années, et on n'est pas encore complètement entré dans le monde des 80 prochaines années. Et tout ça, ça génère en fait de l'anxiété, ça génère de l'imprévisibilité et ça génère de la violence. Et des violences qui sont d'une nouvelle forme par rapport à ce qu'on a connu. Je dirais pas, le monde n'est pas plus violent aujourd'hui qu'il l'a été dans les siècles précédents. Le monde a été par le passé toujours d'une violence terrible. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que cette violence, elle n'est pas de même nature et qu'on est dans cette bascule et que cette bascule, on ne sait pas combien de temps elle va durer et que ça provoque beaucoup d'incertitudes. C'est ça la difficulté. Deuxième point, quand on a dit ça, pour comprendre le monde, c'est en gros l'exigence d'une transmission des consciences. Bernard Cazeneuve ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est à la cérémonie nationale autour de Robert Badinter et de sa disparition. On a beaucoup dit, quand Robert Badinter nous a quittés la semaine dernière, qu'on a beaucoup employé le mot de conscience. Mais là, je voudrais aborder ce qu'on a souhaité faire la région Normandie autour de la nécessité et l'exigence de transmission des consciences. Moi, j'ai proposé au président de la région, Hervé Morin, en 2016, quand je suis devenu vice-président de la région, nous préparions les commémorations du 75e anniversaire du débarquement. J'étais maire depuis 2 ans. Et je fais beaucoup de commémorations, comme tous les maires, patriotiques. Et je vois toujours les mêmes personnes à ces commémorations. Et je me suis fait la réflexion que le devoir de mémoire, aussi indispensable soit-il, loin de le remettre en cause, il est indispensable, mais il n'est plus du tout suffisant. On se donne bonne conscience si on ne fait que le devoir de mémoire. Et il faut aujourd'hui être un peu des passeurs de conscience. Et je me suis fait la réflexion à l'époque que la meilleure façon de remercier nos libérateurs, les Américains, les Canadiens, les Anglais, c'était de leur dire que nous comprenions le monde tel qu'il était aujourd'hui et que nous voulions aussi préparer un monde plus en paix demain. Et pour ce faire, je proposais au président de la région que l'on invente quelque chose qui n'existait pas à l'agenda international, qui est ce forum mondial, qu'on a appelé Forum mondial Normandie pour la paix, dont la première édition s'est tenue en 2018. C'est quoi le Forum mondial Normandie pour la paix? C'est déjà un lieu pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et ça fait écho à ce que je disais sur le premier point. Ce n'est pas l'affaire des spécialistes que de comprendre le monde d'aujourd'hui. On veut toujours dire, réservez ça aux spécialistes, au bac+8, à vous, madame, avec tout le respect que j'ai de vous. Mais non, en fait, c'est l'affaire de tous. Et c'est ça qui change par rapport peut-être aux 80 dernières années. C'est que c'est l'affaire de tous et que la pire des choses, c'est l'indifférence en considérant que ça ne nous regarde pas et qu'on laisse les autres s'en occuper. Et ça, c'est pas possible. Et donc, l'enjeu pour la région Normandie a été de dire, en tout cas moi c'est ce que j'ai dit au président de la région, on ne peut pas dire matin, midi et soir, la Normandie, elle incarne les valeurs de paix et de liberté, elle est connue dans le monde entier, notamment en Amérique, et on n'en fait rien. En fait, il faut incarner et il faut prendre nos responsabilités. Et on a développé tout un programme envers la jeunesse. On a des milliers et des milliers de lycéens qui viennent chaque année au Forum mondial, ils sont près de 10 000, avec un programme pédagogique, avec des conférences sur tous les sujets d'actualité internationale, de façon pluridisciplinaire, de façon globale. C'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de géopolitique. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de questions, c'est intéressant, il y a de la valeur ajoutée. Et ce n'est pas simplement un forum. Le forum, c'est presque un prétexte. C'est un programme permanent tout au long de l'année et mondial, hors les murs. On est en train de développer des coopérations avec des universités du monde entier, notamment New York University, avec un cycle de conférences en ce moment sur le Sud global à New York University. On crée des contenus pédagogiques, audiovisuels, on participe au financement de documentaires géopolitiques, on a créé une chaire universitaire Normandie pour la paix, on a créé avec le Parlement européen l'indice Normandie sur la prévention des conflits. C'est un indice Normandie qui identifie les signaux faibles de conflits potentiels futurs à partir de 11 indicateurs. On a aussi développé
un volet autour de la médiation et du dialogue pour essayer de faire des sessions de rencontres, pour essayer de rapprocher les points de vue. Puis on a développé une dimension artistique et scientifique, parce qu'on a aussi fait cette analyse que la science, à la fois, peut être une menace très forte par rapport à la sécurité, comme elle peut être un espace de coopération extrêmement important. Et il y a des enjeux aussi entre le droit et la science sur la régulation de l'espace. Vous connaissez ça forcément très bien. Et tout ça, c'est des enjeux un petit peu vierges aujourd'hui, sur lesquels il y a une réflexion à avoir entre les États, avec les entreprises, autour aussi de l'éthique et de la responsabilité. Et je conclue par là, je suis un peu long, mais sur le troisième volet, qui est l'ambition commune, en fait. Et l'ambition commune, elle est non pas de construire la paix, elle est de construire la paix durable. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que c'est que la paix durable? Bien, la paix durable, en fait, c'est une paix d'abord qui n'est pas imposée, mais qui est partagée. On connaît à travers l'histoire l'échec des paix imposées. L'exemple, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, étant le traité de Versailles, où on voit bien qu'une paix imposée avec des humiliations conduit inévitablement à la guerre. Mais c'est quoi la paix durable? En fait, c'est une paix qui se pense à l'échelle de l'espace, à l'échelle du temps et à l'échelle des valeurs. À l'échelle de l'espace, c'est une paix de rééquilibrage, à la fois Occident, reste du monde, même si c'est très compliqué, cette division et ce piège dans lequel on voudrait nous mettre sur une division entre l'Occident et le reste du monde, mais c'est aussi entre le Nord et le Sud et tous les sujets actuellement sur le Sud global. Une paix à l'échelle du temps, c'est finalement de bâtir cette paix durable pour les générations futures. Ce sont tous les enjeux des transitions et c'est l'idée de se dire que on doit transmettre à la génération future une planète dans laquelle on crée les conditions de cette paix. Et il ne faut pas bâtir la paix avec nos aspirations d'une génération qui l'imposerait à la génération d'après. Moi, je suis frappé au Forum pour la paix de voir que, comme on a beaucoup de lycéens, les questions que posent les lycéens sont souvent assez éloignées des sujets de préoccupation de ceux qui interviennent dans les tables rondes. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a un moment donné où il faut qu'on réussisse à faire se rencontrer. Et puis enfin, le sujet majeur de fond, c'est est-ce qu'on a la même vision de l'avenir du monde? Évidemment que non. Et c'est le sujet des valeurs. Et c'est vrai qu'on peut être un peu inquiet en Europe aujourd'hui sur l'enjeu de l'élection présidentielle américaine, parce qu'on le voit bien sur des déclarations sur la sécurité collective, sur l'OTAN. On voit bien qu'on est dans une phase d'incertitude qui crée à nouveau de l'anxiété, qui peut créer des difficultés, des incompréhensions, et on a besoin à un moment de réfléchir finalement à cette notion de la démocratie qui est challengée par les nouvelles technologies, par la désinformation, par les campagnes de manipulation qui sont mises à jour tous les jours. Comment on fait pour y répondre? Comment on fait pour concilier la liberté à la fois individuelle et les libertés collectives par rapport finalement à une stabilité, à une concorde à l'échelle de la nation? Parce qu'on voit bien que tout ça, ça crée des violences à la fois individuelles et collectives. Et l'ambition, c'est de savoir si à un moment donné, il y a un point de consensus dans le respect des histoires de chaque pays, des traditions des peuples, et puis du respect aussi des droits des peuples. Pour conclure, j'étais un peu long, mais je voulais vous montrer le triptyque, c'est de vous dire qu'on a à la région Normandie, à travers cette initiative Normandie pour la paix, on a travaillé avec des prix Nobel de la paix, on a écrit un manifeste Normandie pour la paix, qui est un peu notre feuille de route, qui reprend ces éléments. Et puis on a participé avec les éditions du CNRS à faire publier en France ce livre qui est pile dans le thème d'aujourd'hui, qui s'appelle Entre guerre et paix. C'est un Indien, Sandip Vaslekar, qui l'a écrit. Et c'est l'histoire des conflits dans le monde à la lumière de la technologie aujourd'hui, par rapport notamment au risque nucléaire, et de regarder quels sont encore aujourd'hui les effets ou pas de la dissuasion nucléaire, et comment est-ce qu'on peut sortir par le haut, parce que tout pousse à être pessimiste, et en fait, le monde a toujours... continuera d'avancer et ça ne sert à rien d'être pessimiste et au contraire, il faut prendre à bras le corps l'avenir de la planète et des relations entre les États et entre les peuples. Merci beaucoup, Monsieur Priolo. Et effectivement, de vos trois premières interventions, je vois déjà des grandes lignes se dégager. Et en premier lieu, tout ce qui est complexification du monde et complexification dans la compréhension du monde, vous venez de le dire, mais aussi dans l'action.
et dans la manière d'appréhender du coup cette nouvelle complexité, cette complexité renouvelée peut-être, que ce soit dans les technologies, donc Monsieur Policard peut-être en imaginant un continuum de ces technologies entre robotisation, IA, cyber, et J.A. Strong, vous l'avez souligné, tout ce qui peut être approche intégrée, essayer d'avoir une vision globale de ces enjeux. Et je retiens mes questions qui sont nombreuses, parce qu'il me semble que vous vouliez réagir aux propos de Monsieur Priolo. Thank you. I might take a thread from each of the comments that were made, because there are three things that I think we can focus on, at least from our perspective, in which we are working very closely with France and others. One is how we must focus, I think, to deal with these issues of transition, the international environment, addressing the North and South issues, and bringing more of countries into the fold when we're talking about cyber issues or peace generally. And then I think your comment about AI, I know there'll be a session on AI later today, but I just want to make a couple comments on that about how it will change the cyber risk landscape, but how we should look at it. And then I think the many things that that you discussed about the ways we need to protect each other, what young school children are doing in STEM education, all those aspects are things toward building our collective cyber resilience. So I'd like to focus on those three themes as part of a way to pull some of these threads together. And the first thing I'll talk about is in the context of the UN. I mentioned that one of our objectives is to help shape the international environment for cyber. And over the past 2 decades, there have been 6, what we call in UN speak, groups of governmental experts on cyber. And each of those iterations over the past 20 years have laid the groundwork, laid the elements of something we can elaborate as a framework for responsible state behavior in cyberspace. And if adhered to, it would contribute to international peace and security. And the framework is comprised of the applicability of existing international law to cyberspace. So there is not a need to calibrate or come up with new international legal instruments or treaties that would need to address cyberspace. We can use the existing international body of law. It also includes a second element of voluntary, non-binding norms of responsible state behavior, which set the example for what states, set the expectation for what states should do or not do in their cyberspace activity. And then it also includes a third element of cyber confidence building measures. So taking a very established diplomatic tool of building confidence and applying it to cyberspace, and how you can reduce risk, reduce the chance of conflict, or certainly the instance of escalation of any conflict through confidence building measures. It is also underpinned by a common thread of capacity building for states around the world to understand this framework, to bring them up into the international discourse that we're having. And importantly, the framework is effects-based, it's technology neutral, and so that will enable it to maintain its relevance as technology evolves. In more recent years, there have been 2 consecutive, what we call, this is very UN termy, so forgive me for that, UN open-ended working groups, which have brought all the member states
those are groups of governmental experts were countries of, 10, 15, 20 countries. And I think this desire for participation in the international discourse really called for opening the discussion to all member states. But the transition part is moving from this discussion-oriented exploration of the framework and how it applies. The transition we are in right now is moving into something that would be a more permanent mechanism in the UN to discuss the elements of the framework and building peace and security in cyberspace. And there was a resolution last year calling for the creation of a new program of action, or POA. And in fact, the resolution was put forward by France in partnership with Egypt, and many other countries signed on. And we have been very happy to work with France on the details of what this program of action would be. It would create a permanent, integrated, inclusive mechanism in the UN to discuss how we can ensure 80 years of peace in cyberspace. We are just at the beginning of creating this space, and it will be important to get that right with enough flexibility to serve all UN members in addressing the future-related challenges that we will see, that we see now, and those that we will see in the future. And certainly the risk of inaction is greater than working together and put forward with France and our partners a proactive agenda in the UN on cyber matters. We know that Russia and its partners will seek to cement their own authoritarian standards against things like freedom of expression, the values that you talked about, and constraints on technology, which will have a big impact on, which would have a big negative impact on the innovation that you talk about. As I said, France was one of the original creators of this POA proposal, and we look forward to working with them. Just touch on the hot topic of the day, our artificial intelligence, and we hear a lot about how AI will be the threat of the future, specifically on the relationship between cyber and AI, or maybe AI as part of cyber. The UK recently put out a report that concluded that the real threat from AI is not now, but down the road. And it predicted that in 2025 and beyond, the commoditization of AI-enabled cyber capabilities will make more powerful tools available to cyber criminals and a wide range of actors. And there's a lot of talk like this about what focusing on the threat. But I believe that we also need to equally focus on the impact that AI can have on the cybersecurity ecosystem for the better. And as policymakers, we need to emphasize on fostering innovation. We've talked about looking at the cybersecurity of AI, but also how AI can create more cybersecurity. The U.S. government, as you may know, is moving forward through actions from the executive order signed by President Biden on October 30th of 2023. It includes a report on the cybersecurity resilience of critical infrastructure, enhanced guidelines for critical infrastructure owners and operators, and many more actions, including what the U.S. government what it can purchase. And we'll look forward to working with allies and partners to share what we learn. The last thing to touch on, just to pull the thread on the elements of society and that you mentioned, and industry, as you mentioned, Frederic, is investing in cyber resilience, a term that takes into account the need for states to have basic cybersecurity in order to improve the resilience both domestically and globally, while also laying a foundational groundwork that will enable future economic growth. And I think we really have to think of cybersecurity and increased resilience as an enabler for innovation,
for security and for peace for the next 80 plus years. And when looking at the framework that I discussed, one of the first things that states need to have in place to implement the norms is a CERT, or Computer Emergency Response Team, and preferably one that has more than one, one or more person and has an institutionalized processes for responding to incidents. Our Bureau has a vested interest in building capacity for foreign partners to improve their cyber resilience. I mean, the most public ones that you have probably heard about are our projects in Costa Rica and Albania, and certainly in Ukraine. And those are the ones that have gotten the most press attention. But we do foreign assistance projects around the world to help build up the capacity for states to realize their own resiliency all over the globe. And I think that really addresses the North-South issue that you mentioned. We have increasingly coordinated with the donor community, so not just the U.S., but also the funding and the abilities that other countries can have. We're all in this together. No one country can do it alone, and so we will endeavor to strengthen, deepen, and broaden our partnership with France and our partnerships around the world. Thank you. Thank you very much, DA's France, for all these elements. Et peut-être, Monsieur Polycarpe, pour vous laisser l'occasion de rebondir. Donc, je pense que sur les questions de cyber-résilience, vous avez pas mal de choses à nous dire. Eviden étant justement une entreprise proposant des services de sécurité numérique. Et peut-être, pour lancer votre propos, une question, donc on parlait de passer de la discussion à l'action, à l'application, donc je pense que cela vous concerne. Et comment est-ce qu'on construit de la confiance justement dans les technologies numériques, ce qui, il me semble, passe justement par la cybersécurité, mais une réduction des risques qui ne sont pas forcément les mêmes des deux côtés de l'Atlantique, et qui, j'imagine, suppose aussi d'adapter les solutions de cybersécurité en fonction des certifications aux États-Unis, en Europe, et quels enjeux cela pose pour vous dans les produits que vous proposez, par exemple. Il y a beaucoup de questions dans votre question entre les certifications, les capacités technologiques. Je voudrais juste revenir sur un point, puisqu'on essaie de parler de la paix pour les 80 ans à venir. Comment construire la paix? Certainement en réduisant les risques. Et on est aujourd'hui dans un monde que je trouve extrêmement différent, parce que je vais prendre en compte deux points. Le premier, c'est la virtualisation du monde. Et lorsqu'on parle d'espace cyber, il n'y a plus de frontières. Or, les frontières, on savait les garder. Comment on garde des frontières quand il n'y a plus de frontières? Donc, il y a on a raccourci les géographies avec les avions, avec le moteur. Par contre, on ne s'attendait pas à avoir un monde virtualisé qui existe et qui a son importance. Le deuxième point, peut-être plus lié d'ailleurs à l'IA, il y a de l'IA dans la cyber, il y a de l'IA en dehors de la cyber, c'est l'accélération du temps. Et ça me semble être le point essentiel. L'accélération du temps est dans un temps qui n'est plus humain et qui provoque une incertitude majeure. Or, c'est l'incertitude qui met les gens sous tension, c'est la tension qui crée les risques et les risques qui créent la guerre. Sur ces deux points de la virtualisation et de l'accélération, il est absolument nécessaire que nos pays soient coordonnés. On vous remercie de le faire pour protéger nos souverainetés. Alors, je sais qu'avec le terme souveraineté, c'est à géométrie variable, mais chacun en a son idée et elle doit être respectée. La souveraineté des États-Unis, la souveraineté européenne, la souveraineté française, dans un monde où justement il n'y a plus ces frontières physiques, mais des frontières virtuelles. Une gestion du temps qui nous échappe et qui fait qu'on revient en fait à des valeurs. Et là, je ne veux pas vous parler de techno, et je vous remercie de votre propos, Monsieur Priolo, c'est la liberté et l'éthique. Je pense que le point majeur à viser pour la paix, ce n'est pas uniquement la paix, mais c'est la paix avec une valeur de liberté. Or, avec la digitalisation de la personne, on se retrouve avec de fortes problématiques sur les libertés individuelles, sur les notions de privacy
Et je pense que c'est le grand challenge. Est-ce que demain, on sera suffisamment libre d'avoir nos informations, nos propres informations, les bonnes sources d'informations, les fake information seront-elles découvertes? Et c'est ça qui peut créer aussi des éléments pour une stabilité. La stabilité des sociétés, la stabilité politique, essayer d'avoir un environnement le plus sain possible. Et donc un autre élément qui n'est absolument pas technologique, c'est l'éthique. L'éthique pour l'intelligence artificielle, l'éthique pour le développement des technologies numériques. Alors je peux revenir effectivement sur les solutions techno qui existent pour ça, entre celles qui consistent à sécuriser les données, communiquer ces données et savoir les stocker, que ce soit dans le cloud ou sur des serveurs. Je ne vais pas faire un exercice de promotion commerciale, évidemment, on sait faire tout ça. Je vois des entreprises dans l'Assemblée qui savent faire également la même chose. Donc, le point que je voudrais mettre en avant, c'est que toutes ces technologies-là de sécurisation de la donnée, sécurisation des IP, sécurisation des applications, le tout cybersécurisé, avec un phénomène d'accélération et d'augmentation avec l'intelligence artificielle, nous donne la possibilité d'avoir une performance industrielle. Et je reviens sur mon point, je pense que la compétition, elle est saine. On ne peut pas se voir en permanence comme des agresseurs ou des agressés. Dans la compétition, il y a deux acteurs, de nombreux acteurs qui se battent et c'est normal. Il faut sortir de ce paradigme de l'agression et de la guerre. La compétition, c'est pas de la guerre. Même si on emploie les mêmes stratégies, même si on emploie la même sémantique, le même wording, c'est pas exactement la même chose. Et donc ces notions de liberté et d'éthique liées au développement des applications, liées aux notions de privacy, qu'elles soient en France ou en Europe, l'équilibre entre les États-Unis, le nécessaire équilibre entre les États-Unis et l'Europe me semble majeur pour pouvoir non seulement créer les conditions de la paix, mais créer les conditions d'un modèle de valeur qui puisse s'exporter sans être imposé. Monsieur Priolo, vous vouliez réagir? Et juste peut-être pour rebondir, excusez-moi avant, Et je n'ai pas répondu sur les technologies. Non, mais ce n'est pas grave, je pense qu'on aura la discussion pour le faire. Mais merci d'avoir abordé déjà toutes ces questions de souveraineté, notamment de désinformation, et d'avoir montré que les menaces pour la stabilité sont polymorphes. Et Oui, si vous permettez un point, je pense que la paix versus l'incertitude fait qu'aujourd'hui, avec les technologies, notamment dans la digitalisation, on arrive à des capacités qui sont, entre guillemets, surhumaines. Et cet aspect hors norme par rapport à nos capacités, notamment nos capacités cognitives, nous rend vulnérables. C'est cette vulnérabilité qui rend l'incertitude et donc une possibilité de déstabilisation et de guerre. Et on retombe sur la question de l'anticipation, comme quoi l'incertitude est facteur d'instabilité. Merci beaucoup. Monsieur Priolo? Le point commun, en fait, de ce qui a été dit, c'est la notion d'équilibre et la notion de régulation. Et en fait, l'impact du cyber, l'impact de la technologie, c'est qu'à la fois, il faut repenser des régulations telles qu'elles avaient été, alors pour l'essentiel, pensées dans l'après-guerre. Et puis, il faut surtout investir des champs sur lesquels il n'y a aucune régulation aujourd'hui et qu'il faut inventer ça et qu'il faut réussir à trouver des points d'accord. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que finalement, on redevienne dans un monde, je dirais, pas civilisé, où c'est la loi du plus fort, en fait. Et c'est la domination de celui qui va soit avoir la technologie tout de suite et qui va pas s'en servir avec des règles éthiques. Et la grande difficulté, c'est que qu'est-ce qui peut aujourd'hui assurer que tout le monde jouera le jeu d'une régulation ou de règles éthiques? Et il suffit qu'il y en ait un qui ne le joue pas pour que ça déstabilise tout le reste, en fait. Et donc, ça n'incite pas à la régulation, puisqu'on se dit, finalement, on ne veut pas être les bons élèves qui se font avoir parce que les autres ne respectent pas la règle. Et quand vous parliez d'absence de frontières, en fait, aujourd'hui, soit on fait tout ça tous ensemble,
soit le risque, c'est que personne ne le fasse. Et comment est-ce qu'on règle ça? Et on est bien dans une notion de déséquilibre, d'asymétrie. Et finalement, ce que contestent aujourd'hui ceux qui sont au sud ou ceux qui contestent les valeurs de l'Occident, où on voit bien hein, sur le post-colonialisme, etc., c'est la remise en cause de ce qui est vécu à tort ou à raison comme des dominations. Et donc il faut réussir à inventer un monde sur lequel chacun s'y retrouve. Mais est-ce que chacun s'y retrouve avec les mêmes codes de valeurs, d'éthique? C'est ça l'enjeu. Et c'est vrai que c'est plus complexe, c'est pas binaire, c'est pas imposé, et ça nécessite derrière de réinventer complètement la gouvernance et le jeu des acteurs, en fait. Voilà. Et bon courage. Merci beaucoup. Et donc, ce que je retiens de cette dernière intervention, c'est que nous avons tous des obligations les uns envers les autres pour avoir à la fois une compétition et une coopération qui soit saine et qui soit un facteur de stabilité et de paix. Alors, le temps file. Vous voulez réagir ? Juste un point, parce qu'on a parlé, et c'est normal avec la puissance publique, on parle beaucoup de régulation. Il faut également libérer les énergies, libérer l'innovation, donc donner de la liberté aux entreprises de pouvoir créer, innover dans des espaces qui ne sont pas encore régulés. Et c'est là que l'éthique est importante dans ces développements. Il faut prévoir qu'elles seront un jour régulées et qu'elles doivent être faites et développées de façon éthique. Soutien à l'innovation éthique, je pense qu'on a le tremplin parfait pour la prochaine table ronde. Merci beaucoup. Et avant de conclure, je souhaite ouvrir les questions à la salle, si certains d'entre vous ont des questions pour nos panélistes. Parfait. Eh bien, donc maintenant, je vous invite à... On a une pause, c'est ça, Sébastien? Parfait. Merci à tous.